Le voyage de Jérôme débute à Luang Prabang. C'est ici que les eaux argileuses de la rivière Nam Can se jettent dans celles du fleuve Mekong. C'est le sourire de Veomani, une jeune Laotienne, qui lui a donné rendez-vous. Sawadee. Bonjour. Bienvenue à Luang Prabang, bienvenue au Laos. Merci, je suis très heureux de te rencontrer, Véo, et je te trouve particulièrement élégante. C'est magnifique, c'est une tenue traditionnelle. Oui, même si le haut a une coupe moderne, la jupe, elle est traditionnelle. Oui, je sais que tu as une entreprise qui fait du tissage de la soie, donc c'est très joli. Et puis ça se marie bien, je trouve, avec l'atmosphère ici, parce qu'on se retrouve sur quelque chose de très traditionnel, un peu comme ta tenue, avec ce pont de bambou. On est où exactement ici? La ville de Luang Prabang est située à un endroit très spécial. Elle est entourée de montagnes et aussi par deux rivières. De ce côté, il y a la rivière Nam Can et de l'autre côté, le fleuve Mekong qui traverse tout le pays. Alors tu vas me faire visiter ta jolie ville de Luang Prabang, alors on y va? Oui, allons-y. Allez. C'est agréable de pouvoir longer le Mekong comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de voitures ici à Luang Prabang. C'est vrai qu'on est assez tranquille. On voit le drapeau du Laos ici, qui côtoie le drapeau du Parti communiste, le Parti unique ici. Magnifique ce temple-là, hein? Oh là là! Et il y a combien de temples ici dans la ville? 42 temples sur la péninsule. Ce qui est très agréable quand on se promène ici à Luang Prabang, c'est qu'on a l'impression d'être dans un village et pas dans une ville, et encore moins une ancienne capitale. Et il y a combien d'habitants ici, à Luang Prabang? Il y a environ 80 000 habitants dans le centre historique. C'est une ville très paisible. Ah, tu m'emmènes où là? C'est un de mes endroits préférés. Une maison construite au 19e siècle et qui est en parfait état. La partie inférieure est le lieu de vie principal pour les familles et aussi le plus frais. Sawadee. Ces fleurs, c'est des soucis. Elles ont la même couleur que les tenues des moines. Elles servent d'offrande pour les temples. J'en ai commandé spécialement pour nous. Elles sont plutôt. Pardon, mais il ne faut pas sentir les fleurs. Ah bon? Faut pas? Pourquoi? C'est dans notre culture. On ne sent pas les fleurs avant de les offrir au temple et au Bouddha. Je savais pas, je suis désolé. Tu ne le savais pas, donc ce n'est pas grave. Ok, ça va. Je suis pardonné. Ouf. Je le ferai plus, c'est promis. Il ne faut pas sentir les fleurs pour les offrandes. Si tu les sens trop, tu auras des boutons sur le nez. En tout cas, félicitations. Vous avez beaucoup de talent, c'est très beau ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jérôme, c'est ici qu'on s'arrête. Ok. Voici le musée national, construit en 1904 pendant la colonisation française. Oui, puisque la France a colonisé le Laos de la fin du 19e, je crois, au milieu des années 50. Oui, jusqu'en 1954. D'accord, c'est ça. Ce palais a été construit pour notre roi Sisavangvong et sa famille. Et après sa mort en 1959, c'est son fils, le prince Savangvatana, qui a vécu ici jusqu'en 1975. D'accord. C'est là que le Laos est devenu une république démocratique populaire après la Révolution. Et tu vois les 3 têtes d'éléphant, c'était le symbole du royaume Lao. Et donc là, face à nous, ce temple? C'est le Ho Pabang. C'est là qu'est conservé le Bouddha Prabang. Il a été offert pour le roi Khmer au Cambodge en 1359 pour répandre le bouddhisme dans tout le pays. Maintenant, je voudrais t'emmener là où on peut avoir la plus belle vue sur le Luang Prabang. D'accord. C'est en haut du mont Fuji. Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a des oiseaux? Oui, des petits oiseaux. Oh, ils sont là, de ces mini-cages là. Dans notre culture, on croit que si on libère ces petits oiseaux, cela va nous porter chance et aussi que cela va te permettre de rallonger ton espérance de vie. On va avoir un coucher de soleil magnifique aujourd'hui. On voit les reflets sur le Mékong du soleil, c'est superbe. On n'est pas tout seul et en même temps c'est assez joli de voir comment les gens sont dans ces gradins comme s'ils assistaient à un spectacle de la nature, de coucher de soleil. Alors. Oui, casse la cage. Par ici les amis. Et voilà. Bravo. Depuis sa source sur les hauts plateaux tibétains, le Mékong traverse 6 pays d'Asie. Mais au Laos, c'est une ligne de vie pour la pêche, l'agriculture, le commerce. Sur plus de 1800 km, le fleuve est au cœur de la vie quotidienne des Laotiens. J'attends le bateau pour aller au marché de Luang Prabang. Il y a un bateau par jour. Ça prend quelques heures, mais c'est plus rapide que par la route. Et ici, il y a des villages qui n'ont même pas la route. Ce bateau-bus très attendu compte une quinzaine de capitaines qui se relaient toute l'année. Ce matin, c'est au tour de Fited. Il ferme sa maison avant de prendre la barre pour 2 semaines et semble déjà avoir adopté le rythme paisible du fleuve. Là, je marche vite parce que je suis en retard. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Le Mékong n'est pas un long fleuve tranquille. On arrive dans les endroits où il y a les rapides. Il faut faire attention. Quand le fleuve baisse, on voit apparaître beaucoup de rochers. On navigue à vue. Il faut avoir l'habitude. Je connais par cœur les endroits où il y a les rochers, les tourbillons. Selon les mois et le niveau d'eau, je sais où sont les dangers. Il faut que je fasse demi-tour. Il y a un passager. Même s'il n'y en a qu'un seul, je dois le prendre. Ici, c'est le seul moyen de transport. Bualoy est la femme du capitaine. Elle travaille avec lui sur le bateau en veillant sur les passagers et sur le précieux moteur. Ces fleurs, ce sont des offrandes. Elles sont pour Nangchak, l'esprit du moteur, pour l'esprit du fleuve et pour les ancêtres. Je leur demande à tous de nous protéger durant le voyage. Comme elle, la plupart des Laotiens pratiquent un mélange de bouddhisme et d'animisme et croient aux esprits. Espérons que ceux du Mékong protègent ce bateau et les milliers d'autres qui voguent chaque jour sur ses flots. La plupart sont des navires de commerce comme celui-ci, qui transportent des matériaux de construction vers la Thaïlande. À la barre, le capitaine Somsak a moins de chance aujourd'hui. Un tuyau d'alimentation du moteur est cassé. Je dois accoster pour le réparer. On va essayer de trouver des pièces de rechange. Dans ces villages reliés au monde par le fleuve, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Sur les berges du Mékong règne solidarité et système D. Tenez, regardez. À mon avis, utilisez un bout de plastique pour faire la jonction. Serrez bien
Et ça va marcher. Tenez, prenez une chambre à air pour serrer. C'est la seule façon, c'est ça? Oui, c'est la seule façon. Je crois que c'est bon. C'est réparé, ça devrait aller maintenant. Pour être un bon capitaine, il faut de la volonté, du courage et du calme. C'est physique comme métier. Somsak va parcourir 2000 km aller-retour. De longues semaines sans repos et loin de chez lui. Ça, c'est une peluche de mes enfants. Comme ça, ils sont avec moi. Je navigue toute la journée. Je ne peux jamais quitter la barre. Alors parfois, j'ai mal au dos. Le capitaine navigue à la lumière du jour et ne s'arrête que pour dormir une fois le bateau à quai. Son équipage en profite alors pour nourrir le canard, qui fera lui-même un délicieux dîner avant la fin du voyage. Les bateaux sur le Mékong sont de plus en plus nombreux, notamment depuis que les Laotiens partagent leur fleuve sacré avec 4 millions de touristes chaque année. Je te présente ma cousine et mon père. D'accord. Alors explique-moi comment ça se passe. Les moines viennent faire l'aumône? Oui, dans notre culture, on croit que les moines sont des représentants de Bouddha. Et donc, partager la nourriture avec les moines, c'est aider la communauté. C'est pour ça qu'on fait des offrandes tous les jours. Tous les jours? Oui, sinon comment les moines feraient-ils pour manger? Je suis très heureux de pouvoir le partager avec vous. Donne les deux en même temps. Oh, il est tout jeune. Oh, un petit novice. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Tu deviendras peut-être un grand moine. Tout jeune. Il a 10 ans, mais il est si petit. Donc là, c'est la bénédiction. C'est une façon de te remercier en te souhaitant une bonne santé et une longue vie. J'avais entendu parler de ces jeunes moines, on appelle les novices, qui rentrent au temple vraiment très jeunes. Pour quelles raisons ils rentrent si jeunes? Ce sont souvent des familles qui vivent à la campagne. Ils envoient leurs enfants au temple pour qu'ils aillent à l'école et reçoivent une bonne éducation. Ok. D'accord. Il faut vraiment tout donner en même temps. J'ai pas assez. Ils vont plus vite que moi. En ville, ils vont encore plus vite. Maintenant que c'est terminé, on va aller offrir ces fleurs au temple. D'accord, super. C'est en haut ce bouquet. Let's go. Allez. On y va. Nous sommes au temple Wat Sientong, avec un toit très caractéristique de Luang Prabang. Il est orné de nagas. Les nagas sont des serpents aquatiques, ce sont des gardiens protecteurs. Ils ont le pouvoir de se transformer en n'importe quoi, même en être humain. Ce sont des créatures très spéciales. Ok, nous pouvons nous baisser. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivatemi.
Et on donne un peu d'argent ici. Alors la spiritualité est très importante ici au Laos. Quelle est la proportion de personnes qui sont bouddhistes ici? Nous sommes 7 millions d'habitants et 60% sont bouddhistes. D'accord. Et alors toi, tu as commencé à pratiquer la religion, en tout cas à être initiée au bouddhisme, à quel âge? Depuis toute petite, mes parents m'emmenaient au temple. À l'âge de 7, 8 ans, D'accord. même plus jeune, je leur donnais à manger. Et avec ma mère, j'assistais aux cérémonies. Ouais. Mais c'est vraiment vers 30 ans que je suis devenue pratiquante, grâce à la méditation. Bienvenue dans mon centre artisanal. Merci. Et là, c'est notre jardin tropical. C'est super joli ici. En pleine végétation comme ça. Et ici, une maison traditionnelle là-haut en bois. Et là, on est en train de faire sécher de la soie. Ça va des... Voici la façon traditionnelle de filer la soie à partir de cocon. Il faut que tu vois les vers. Parce que ce sont des vers magiques. Je dis qu'ils sont magiques parce qu'au départ, ils font la taille d'un cheveu, avant d'atteindre cette taille, 10 000 fois plus gros. Ils se nourrissent uniquement de feuilles de mûrier. Ensuite, ils tissent un cocon. Et avant qu'ils ne se transforment en papillons, on les plonge dans l'eau chaude, on les fait bouillir et ensuite on extrait la soie. Il faut au moins 20 cocons pour faire un fil de soie. Pour faire 1 kilo de soie, il faut entre 6 et 10 000 cocons. Bon courage. J'espère que la soupe sera bonne, hein? Si tu veux, on peut vraiment manger les cocons. Ça, c'est la première étape. Il faut préparer le métier à tisser et nouer entre eux jusqu'à 1000 fils. Il faut le faire un par un. C'est dingue, c'est dingue. Tabadi. Donc là, c'est le tissage avec les différentes couleurs. Alors, est-ce que toi aussi, tu sais tisser? Évidemment. Je suis née dans une famille de tisserands. C'est ma mère qui m'a appris quand je n'avais que 8 ans. Ma mère a créé son entreprise au début des années 90. Et en 2000, c'est devenu le projet Ok Pok Tok. De 5, nous sommes passés à 50, puis à 500 à travers tout le pays. Elles gagnent un bon salaire. Elles peuvent travailler à la maison et elles peuvent envoyer leurs enfants à l'école. C'est un projet global et social aussi. C'est super, bravo. Merci. Viens, on va regarder le coucher du soleil depuis la cabane dans les arbres. C'est magnifique aujourd'hui. C'est beau ici. J'aime le Mekong avec cette lumière. Ah, on a l'impression vraiment d'être dans un autre rythme de vie, un autre temps. Ouais. Ouais. Ici, on vit au rythme du fleuve. Merci de ton accueil. J'espère que tu reviendras nous voir très vite. Je reviendrai. Je reviendrai avec grand plaisir.